fondamentale de la pratique bouddhiste. Donc ce moment, ce début de pratique, c'est toujours placer l'intention. Placer l'intention, c'est pas seulement dans le sens de la motivation, mais c'est aussi dans le sens en quelque sorte, le but. L'idée, c'est, pour le dire très simplement, atteindre l'éveil. Ensuite, établir en cet éveil tous les êtres sans aucune exception. Ça va nous permettre, dans un premier temps, de, même si c'est pas clair l'idée, ça c'est pas grave. C'est simplement que ça va nous permettre de tendre vers quelque chose. À la rigueur, c'est flou, mais au moins, on n'est pas en train de limiter l'objectif. On peut très vite en arriver à limiter les objectifs du genre, et ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des objectifs fondés et nécessaires. On peut par exemple vouloir être plus calme, et pourquoi pas vouloir être plus calme, c'est très bien. Mais vouloir être éveillé, même si l'expression semble étrange, évidemment, ben voilà, je veux être éveillé, c'est très bizarre. Mais en même temps, puissais-je atteindre l'éveil? On peut le formuler sous forme d'un souhait, l'exprimer sous forme d'un souhait. Et puis surtout, atteindre l'éveil, ça veut dire, et d'un point de vue bouddhiste, c'est très clair, tous les textes le disent, ça veut dire revenir à ma nature. Donc ça, c'est une chose importante. Nous avons une nature éveillée. Une nature éveillée, ça veut dire que fondamentalement, toute la confusion, et on peut en avoir des couches de confusion, ce ne seront toujours que des confusions temporaires. Il n'y a aucune confusion qui, par nature, nous caractérise. Ce qui nous caractérise, c'est notre nature éveillée. Et pour nous, même si on l'entend, c'est pas du tout évident. C'est pour ça que, dans un premier temps, c'est pas même seulement aspirer à atteindre l'éveil, c'est prendre le temps d'avoir confiance dans cette dimension. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que très vite, on peut, et on a de bonnes raisons de s'identifier à nos confusions, nos problèmes, nos soucis, etc., d'avoir finalement une vision de nous-mêmes. Là, c'est un peu comme si on se dit, oui, mais n'empêche que ma nature fondamentale, elle est éveillée. Et là, le fait de me le rappeler, c'est aussi avoir confiance en cela. C'est confiance aussi dans le fait que le chemin qu'on fait, c'est pas un chemin artificiel qui va nous permettre de créer un autre état, c'est simplement une espèce de retour. C'est comme l'histoire d'un retour vers soi, l'histoire d'un retour vers notre nature. Et tout le chemin méditatif, c'est pas pour créer quelque chose, c'est pour se débarrasser de ce qui est en trop, en quelque part, à quelque part, en trop dans le sens de cela qui finalement nous voile cette réalité fondamentale. Ensuite, souhaiter établir dans le parfait état d'éveil tous les êtres sans aucune exception, c'est que si on reconnaît cet état pour nous-mêmes, on le reconnaît comme potentiellement possible pour tous les êtres sans aucune exception. Et ça change fondamentalement la manière dont on perçoit autrui. On a plein de bonnes raisons de nous accrocher ou d'en rester aux caractéristiques superficielles. Un tel est comme ci, un tel est comme ça, etc. C'est un peu comme si alors on ne nous le dit pas formellement, mais c'est un peu comme si il y avait une petite voix qui nous dit oui, bien sûr, ça c'est notre perception ordinaire, mais il n'empêche que tout être perçu, tout être rendu présent du fait de la conscience qu'on en a, tout être possède cette véritable nature. Donc puissais-je l'établir dans sa véritable nature. Ça ne veut pas dire qu'on s'imagine que c'est moi qui vais prendre un être et qui vais le mettre dans sa nature. C'est en fait moi qui change mon rapport aux êtres. Les êtres, c'est pas parce qu'on va développer la bodhicitta qu'un jour on va avoir une foule devant notre fenêtre avec plein d'applaudissements. Merci, vous avez fait des souhaits extraordinaires pour moi. C'est pas ça l'idée. C'est que moi je vais changer ma perception d'autrui. Dès lors où je peux être capable de penser que l'autre peut être établi dans cette véritable nature, ça veut dire que je lui reconnais cette véritable nature. Donc je reconnais la mienne de véritable nature, mais je reconnais la possibilité à l'autre, pleine et entière, d'être lui-même un être éveillé. Et donc, petit à petit, à force de s'entraîner à cela, parce que de toute façon c'est toujours question d'entraînement, je change la perception, c'est-à-dire la manière de me projeter, je me projette dans une possibilité d'éveil, et je place autrui dans une possibilité d'éveil. Je ne le limite pas aux difficultés qu'éventuellement je peux avoir avec autrui. De toute façon, on a toujours des difficultés avec autrui, donc il y en aura toujours, alors plus ou moins évidemment, mais il y en a toujours.
Et ça, on est très habitué. On est par contre très peu habitué à placer les autres dans une dimension absolue, qui est une dimension pure. Donc voilà. On commence par ça, puis ensuite on rentre dans la pratique d'une manière la plus simple qui soit. Sangye che tang tsoge cho nam la chang chum parado dane cha so che dage jin tsoge pe se nang drola penchire sangye dro parai cho sem che tam che de wa tang de we ju tang den parai ju dongal ke jo tang dra parai ju dongal me be de wa tang pa tang men dra parai ju nyerin ja dan ye dan dra we dan Cembola ne parai ju Palden zae la maren je dage je peme de jola Gade jenbe gone je sonde ko son to ge ngoro dal do. On prend un moment pour placer cette intention ou ces intentions intérieurement. Voilà. Alors à partir de là, on revient à notre pratique, j'aurais presque envie de dire notre pratique quotidienne. Elle est plus ou moins quotidienne, mais en tout cas, elle a toujours cette qualité de simplicité. On l'a réentendu ce matin, on a eu le plaisir d'entendre le Dorab Saint-Gépotier ce matin qui nous a fait la surprise. Alors vraiment, c'était surprise d'être là pour cette session matinale à la Maison Verte. Je pense dès ce soir ou demain, cet enseignement de ce matin, session avec lui, sera posté sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez la consulter. C'était très intéressant de l'entendre à la fois souligner, encore une fois, cette idée d'une approche vraiment simple, vraiment ordinaire, et donc se bornant parfois juste à l'observation de l'esprit sans chercher à créer quelque chose, à élaborer quelque chose. Puis en même temps, cette espèce de ce que j'appellerais ou je qualifierais de pragmatisme bouddhiste en disant que chiner le calme mental, c'est quelque chose d'utile à cette vie comme moyen d'être heureux, de manière simple. Puis en même temps, en reconnaissant que cette qualité, c'est celle qui nous permettra ultimement d'atteindre l'éveil. Et il y a toujours ces deux niveaux. C'est ce que j'appelle ce pragmatisme bouddhiste. On n'est jamais en train de penser que un jour, ce sera mieux. Oui, peut-être, évidemment, parce qu'il peut y avoir des souhaits et des aspirations. Mais il y a quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train, à travers la pratique du calme mental, de répondre à un certain nombre de choses. Et donc, c'est une pratique, c'est-à-dire que c'est une pratique effective, directement là. On n'attend pas d'élaborer quelque chose, par exemple dans l'esprit, ou on n'attend pas d'avoir l'esprit dégagé de telle ou telle pensée. Non, on va méditer avec lui, tel qu'il est, pas à pas, instant après instant. Et il y a quelque chose dans cette démarche qui est bonne dans le sens où on se rapproche de l'état des choses plutôt que de rêver à un état des choses. Et ça, c'est bien. Au-delà justement de ce que l'on pense de sa pratique, en se disant peut-être qu'elle est bonne, pas bonne. C'est vraiment laisser ça de côté et juste revenir à l'observation. Revenir. Quand on dit calme ici, c'est pas calme pour le calme, c'est calme dans le sens où naturellement cela s'apaise. Il a repris cette belle image ce matin, l'autre Dorab Saint-Gépotier, d'une eau boueuse. Et c'était intéressant, c'était cette image de la pluie et puis l'eau qui ruisselle sur le sol et puis nous qui prenons un verre et on remplit notre verre de cette eau extrêmement boueuse, charriant toutes sortes de
de poussière et de terre. Et en disant, mais à partir du moment où on la laisse, cette eau qui est dans le verre, sur une table, eh bien naturellement, elle va décanter. C'est une image, on l'a entendue 1000 fois, cette image. Mais chaque fois, quand on l'entend, quand on revient à ce qu'elle nous indique, elle est très rassurante, parce que sommes-nous vraiment dans la totale confiance qu'en laissant décanter l'esprit, sa limpidité va se manifester. Si vraiment on avait une profonde confiance dans cette simplicité, ben voilà, on décompte. C'est-à-dire on ne cherche rien, on laisse la limpidité se manifester d'elle-même. Très vite, si on se prend au jeu d'être vraiment cohérent avec le sens proposé par l'image, on peut se surprendre en s'observant à vouloir faire quelque chose pour qu'elle se clarifie finalement. Là, il y a vraiment l'instruction, elle est claire, c'est pas juste une image, c'est au sens propre, on ne fait rien. C'est-à-dire que cette limpidité, elle va venir du fait qu'on la laisse. Donc, à un moment donné, souvent je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, longtemps, je ne sais pas, en entendant les instructions du Dharma, j'avais l'impression que c'était parfois au sens figuré. Et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est au sens propre. C'est-à-dire, laisser décanter, c'est vraiment pas une image. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on peut laisser décanter. C'est-à-dire, on peut faire confiance. On peut faire confiance à l'esprit pour qu'il révèle naturellement sa nature. Donc, on peut être avec lui. Si vraiment on prend l'image, encore une fois, au pied de la lettre, ça veut dire que quand l'eau est boueuse, elle est boueuse. C'est-à-dire, on peut être boueux, mais c'est OK. Ça veut dire que vraiment, j'accepte vraiment que c'est ça l'état, quel que soit l'état. Combien de fois on peut se surprendre, encore une fois, quand on s'observe, à vouloir lutter avec l'état qu'on constate. On veut se débarrasser de quelque chose, on veut s'améliorer. Là, c'est vraiment non, on ne touche rien. C'est justement en ne touchant rien à cette eau boueuse qu'elle va devenir claire. Il n'y a pas de miracle chimique, il n'y a pas de manipulation quelconque, il n'y a pas une connaissance supérieure qu'on devrait avoir pour rendre cette eau limpide. Elle va trouver sa propre limpidité. C'est juste une question de temps. Pendant le temps de cette décantation, on va avoir le temps de cette rencontre aussi, avec la nature de l'eau, avec ce qui se passe, avec la patience. Il va falloir aussi peut-être un peu aimer cette eau, accepter qu'elle est là, lui donner de la place, pas vouloir s'en débarrasser tout de suite, pas tout de suite vouloir nettoyer le verre ou Dieu sait quoi, non, juste être avec le temps qu'il faudra. Et donc, il y a quelque chose, voilà, j'étais touché par une fois de plus par la simplicité de ces images, mais en se disant, ben voilà. Et il a terminé en disant, ben non, il n'y a rien de plus à dire, en fait, donc voilà, c'est tout. C'est sur cette base qu'on va méditer, on ne va pas méditer sur autre chose. Alors maintenant, bien sûr, laisser décanter, on le sait bien, ça va nous demander, et c'est paradoxal, parce que c'est ne rien faire et ça nous demande un effort. Ben oui, parce qu'on a plus l'habitude de faire que de ne pas faire. Donc c'est difficile au départ, juste rester à décanter. Ça ne peut nous penser, je sais pas, on peut penser que c'est un peu long, 10 minutes à décanter, oui, bon ben voilà, il ne s'est toujours rien passé. Mais ça va être des années à décanter. Mais encore une fois, on a le temps. Il y a le temps, il n'y a pas de problème. De toute façon, sa nature est la clarté. Donc, si la nature des choses est la clarté, c'est pas qu'on soit pressé que ça devienne clair. C'est déjà clair. Donc, il y a tout le temps du monde, vu que c'est déjà fait. Donc, c'est juste le temps pour que ça se manifeste. C'est pas le temps qu'il faut pour que l'on réalise la clarté. C'est juste, c'est déjà clair. C'est juste, ben voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Il y avait Karmapa une fois, c'est Agathe qui me parlait de cette image, j'ai pas assisté à cet enseignement qui disait, c'est un peu comme faire de la voile, et on hisse les voiles, et puis on fait juste en sorte que les voiles soient là. Parce que allez savoir que tout à coup le vent se lève. Ben, c'est bien d'avoir les voiles qui sont déjà levées pour pouvoir embarquer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, on a le temps, de toute façon le vent se lèvera. Moi je l'interprète comme ça aujourd'hui. Après, il y a certainement plein d'autres sens, mais donc voilà. C'est encore une fois pour essayer de
non pas de dire faut méditer comme ça, mais c'est chaque fois comme des suggestions. On peut, là par exemple maintenant, on peut décider, ben, on laisse décanter. Mais laisser décanter, c'est être curieux du processus, être attentif au processus. C'est pas juste regarder la montre en espérant que ça se finisse vite. Non, on va apprendre quelque chose. Dans cette fréquentation avec nous-mêmes, on va apprendre quelque chose aussi. Voilà, donc c'est vrai que là, je reste encore dans cette impression de simplicité de l'enseignement de ce matin avec Claude Japsel. Euh, voilà, on peut continuer à explorer cette simplicité où on va simplement laisser décanter, en faisant confiance à cette clarté finalement. Et puis si le trouble de notre autre trouble nous trouble, eh ben, on peut regarder ça aussi finalement. Pourquoi on se trouble? Pourquoi ça nous trouble tant que ce soit trouble? Donc, ouais, il y a peut-être des attentes aussi qui sont difficiles à reconnaître, n'importe. Donc, voilà, on va se poser avec la nature de l'esprit, cette nature claire, simple, limpide.
une petite pause. Les points clés, c'est toujours les points clés de la posture. Au minimum, avoir le dos bien droit, au minimum. Après, on peut parler de la posture en 7 points de Vajrayana, mais elle est parfois un peu trop technique. Mais simplement déjà, le dos bien droit, c'est déjà un très bon point. Les épaules plutôt ouvertes, le regard plutôt à 4 points, à 4 doigts de la pointe du nez, donc dans ces environs. Donc ni trop haut ni trop bas. Les yeux mi-clos si on peut. C'est toujours intéressant de tester, yeux clos, les yeux ouverts. Qu'est-ce qui favorise le plus de clarté? Si on voit que les yeux fermés favorisent trop d'imagination, c'est bien de les ouvrir. Si on est dans un état de torpeur, alors on peut corriger aussi cet état de torpeur avec le regard plutôt haut, dans ce cas-là, ce qui peut aider. On ouvrira les yeux, ça sera plus simple. Et puis les points clés de l'esprit, toujours s'affranchir des 3 temps. Donc s'affranchir des 3 temps dans le sens de ni ruminer sur le passé, ni créer des scénarios concernant le futur, ni chercher à vouloir établir quelque chose qui serait le présent, mais vraiment, chaque fois que s'offre la possibilité de rentrer dans ce genre de distraction, eh bien, en quelque sorte, ne pas y rentrer, c'est-à-dire se borner à observer, pas chercher à bloquer ni freiner, mais simplement ne pas rentrer dans ce jeu-là. Observer, se rendre compte qu'on pense toujours, finalement nos pensées sont toujours habitées de l'idée du passé, habitées de l'idée du futur. Je dis habitées parce qu'elles sont toujours au présent, les pensées. Donc il n'y a pas vraiment de pensée du passé ou de pensée du futur, elles sont toujours vécues au présent, mais on maintient cette illusion comme quoi on pense au passé, comme quoi on pense au futur. Bon, finalement, cela ne se produit que maintenant, dans l'instant même. Mais petit à petit, on se rend compte aussi qu'on a de la peine à pouvoir exister hors de ce cadre. On se réfère au passé, on se réfère au futur. En général, ça réussit à empoisonner notre présent, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais bon, voilà, c'est les jeux qu'on peut observer, que l'on constate. Donc, c'est vraiment l'essentiel des points clés du corps, des points clés de l'esprit. Et à partir de là, c'est comme disposer les éléments. Ensuite, on ne dit pas grand-chose de ce qui va se produire, on parle juste du dispositif, comme si on plaçait le dispositif. Ensuite, va se produire la méditation, elle se produira telle qu'elle est. On ne prend pas tellement soin de l'objet dont on pourrait imaginer qu'il faut produire, mais on prend plutôt soin du dispositif. C'est tout. À partir du moment où on prend soin du dispositif, ce qui va se dérouler dans le dispositif se déroulera, de toute manière. Donc voilà, c'est un peu comme toujours prendre soin du terrain plutôt que de la plante. C'est indirectement prendre soin de la plante, mais c'est d'abord prendre soin des conditions de la plante. Et voilà. Pourquoi? Parce que par incidence, prendre soin du terrain, c'est prendre soin de la plante, évidemment. Elle se développera bien dans un bon milieu, pourrait-on dire. De la même manière pour le calme mental. On prend soin des conditions du calme mental. On n'a pas besoin de prendre soin du calme mental, encore une fois. C'est pareil que l'eau avant, finalement. L'eau est limpide, donc il n'y a pas besoin de prendre soin de la limpidité de l'eau. Il y a besoin de prendre soin des conditions qui permettent la limpidité de l'eau. Et c'est un point très différent. On ne met pas les efforts au même endroit, en fait. Notre effort, ce n'est pas un effort de purification. On n'est pas en train d'utiliser un super filtre. Notre effort se porte ailleurs. Il se porte dans, presque on pourrait aller jusqu'à dire, au respect de l'eau boueuse, à la qualité d'attention qu'on porte à l'état des choses. C'est plutôt là qu'on va apporter nos efforts.
Voilà, on va continuer à décanter. À la fin de la journée, on décante beaucoup, hein. Il peut y avoir de la torpeur, il peut y avoir de la fatigue, bien sûr, et qui s'élève. Voilà. Dans ce cas-là, si c'est le cas, laissez bien les yeux ouverts. Euh, Restons avec cet état aussi, hein, tel qu'il est. Et toujours cette qualité de présence, hein, c'est pas non plus une indication pour ne rien faire. C'est comme si on laissait tout faire. Non, non, on est là complètement attentif au processus. Notre qualité de présence, elle se manifeste là.
Une petite pause. Le support, il aide à la concentration, mais bon, je l'ai vraiment très très souvent dit, mais la Madodong parlait toujours du support comme du pense-bête, c'est-à-dire comme du rappel. Le support, c'est juste, c'est pas D'ailleurs, dans les instructions, il est très clairement dit que le support n'est pas la méditation. Le support, c'est juste moyen de revenir à cette qualité de présence. C'est pas vraiment, on cherche pas à faire quelque chose de particulier. C'est vraiment un pense-bête dans le sens, c'est juste nous souvenir qu'en fait, il est question d'être là. Il est question d'être dans cette qualité d'observation, en fait. Il n'y a rien d'autre à tenter. Euh, Par exemple, le va-et-vient du souffle, le rapport au support nous renseigne toujours sur notre état méditatif, en fait. Si on observe le va-et-vient du souffle, par exemple une série de 21 respirations, notre qualité de maintien de ce décompte va nous renseigner sur l'état de l'esprit. Mais c'est pas, le but, c'est pas de compter 21 respirations, évidemment. C'est juste un moyen. Et c'est valable pour tous les supports, d'ailleurs. C'est à chaque fois un pense-bête, encore une fois. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas forcément de développer une grande... Si, c'est important, la qualité de concentration, il n'y a pas de doute. Mais c'est plutôt cette qualité de présence, c'est-à-dire d'attentivité, on pourrait-on dire. Ça se dit pas, évidemment, c'est pas vraiment un mot français, mais c'est comme s'il était question d'être vivement présent, hein, comme une vive présence. Souvent, j'aime bien utiliser l'image d'une forêt. On est dans une forêt, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, il y a de l'imprévisibilité là-dedans. On est vraiment dans cette forêt, on ne connaît pas, et c'est très bien quand on ne connaît pas. On est aux aguets. Dans cette qualité d'être aux aguets, il y a cette qualité d'observation. On ne sait même pas très bien ce qu'on doit observer. On est aux aguets partout. C'est un peu comme si on a tous les sens dehors, donc on est très présent. Il y a souvent cette instruction qui revient avec l'idée de laisser les portes des consciences ouvertes. Les consciences, c'est les consciences sensorielles. Donc on n'est pas en train de plus vouloir entendre des sons, de plus vouloir sentir des odeurs. On est au contraire comme dans une forêt. On est sensible au moindre bruissement des branches, on est sensible à la moindre odeur d'humus qui vient nous effleurer le nez, le vol d'un oiseau, tout. C'est vraiment, on est aux aguets. Imaginez d'être dans une forêt en pleine nuit. On est d'autant plus aux aguets. On se demande où c'est, où nous sommes, donc on doit se repérer. Il y a dans cette idée du repère, il y a cette qualité d'attentivité. Encore une fois, ça ne se dit pas, mais on est d'hyper-présence. Il y a vraiment une hyper-présence. Et ce n'est pas une hyper-présence à quelque chose, c'est une hyper-présence à ce qui est, tout simplement. C'est très différent que la conscience qui focus, c'est-à-dire qui se concentre sur un seul point. C'est une autre qualité. C'est des qualités différentes. Hein. La qualité de concentration est importante aussi. Mais là, c'est d'abord une qualité de présence complète à ce qui se produit. Donc, présence à notre distraction, présence à notre torpeur, présence à l'absence de torpeur, présence à l'absence de distraction, présence à l'agitation, présence tout le temps. Encore une fois, comme l'eau, hein, l'eau qui décante, c'est une présence. L'eau, elle est avec l'eau, elle n'est pas hors de l'eau, elle est là. Donc tout le reste, le dispositif, posture du corps, posture de l'esprit, support, tout cela va nous ramener à cette qualité de présence. Voilà.
que je fais sur...
une petite pause. Le moment d'une pause, c'est comme se réajuster. Ça ne veut pas dire qu'on part faire quelque chose, on reste là dans cette qualité de présence, mais on se détend, on se réajuste. C'est aussi pour garder cette qualité de fraîcheur. Pas pour autant qu'on soit frais, mais disons que ça aide à être un peu plus frais que ce qu'on est. Si on ne l'est pas beaucoup, ça permet de garder cette qualité de fraîcheur. En tout cas, c'est le conseil qui est donné, c'est de faire de courtes mais nombreuses méditations. Je vous l'ai déjà souvent dit, mais j'ai très souvent entendu parler là maintenant dire on rentre dans la pratique avec plaisir, on s'y maintient avec plaisir, on sort avec plaisir. C'est important, c'est aussi pour que l'esprit prenne l'habitude à se poser dans cette attitude méditative sans que ce soit une épreuve absolue. Et ça, je dis ça parce que tout à coup, ben voilà, on peut avoir l'impression d'avoir traversé un tunnel, on se dit ouf, un deuxième tunnel, ça nous donne moins envie. Donc si on y va petite bouchée par petite bouchée, ça permet de garder cette qualité de fraîcheur. Il y a des couvertures aussi, hein, Louis, si tu veux. Si tu... J'ai oublié de mettre le son comme il faut pour entendre le gong. Vous auriez pu me le dire tout de même. Bon. Ça change tout. Hein.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette session de méditation. On va dédier les mérites, donc comme toujours en accompagnant avec nos souhaits la conclusion de cette pratique, en faisant le souhait que tout cela puisse finalement être comme offert à tous les êtres et puisse ceci devenir la cause même de l'obtention de la veille. En tout cas, c'est le sens de la dédicace traditionnelle. C'est, je le rappelle toujours, mais une façon de se dessaisir aussi de ce qu'on a fait. On ne garde pas le fruit de la pratique pour soi, on l'offre à autrui. Euh, on s'en détache d'une certaine manière, disons. C'est pour ça qu'on indiquera toujours que la suprême dédicace, c'est de se placer un instant dans l'au-delà des trois sphères, c'est-à-dire au-delà de l'idée d'un méditant, au-delà de l'idée, méditante bien sûr, au-delà de l'idée d'une méditation et au-delà de l'idée d'un bénéficiaire d'une méditation. C'est l'au-delà des trois sphères, c'est le fait d'être libre de toute forme d'identification. Ce sera la dédicace suprême. Mais à la dédicace qui consiste à offrir ainsi cette vertu, et c'est déjà une belle porte d'entrée à cela. Ensuite, on peut juste prendre un instant, effectivement, dans un moment de pure absorption, et puis on conclut dans ce cas-là la pratique. Sanam diye tam che zin pa ne tom ne nye pe da nam pam je ne kenga na je ba lam tu pa yi si pe to le do wa do wa ra shu. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette pratique. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, à mercredi, pour une courte pratique de Chenrezi suivie. Comment intituler cela? Présentation des activités, de la manière de l'organiser. C'est un peu une soirée particulière, mercredi. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans les newsletters de la rentrée. Vous pouvez vous y reporter, ça fait partie des activités spéciales. Mais c'est l'idée de pouvoir mettre un premier pas, une première étape à la réflexion sur l'organisation, de la façon de faire les choses, d'accomplir les activités ensemble, de les organiser, etc. Et d'inclure tout le monde, bien sûr, dans cette réflexion. Ce qui fera la suite de cela, de cette soirée, ce sera le 28, où on consacrera une après-midi de réflexion atelier autour de ces questions. Voilà. Mais bien sûr que mercredi d'après, il y aura, on retrouve l'enseignement sur réflexion-intégration, sur le cycle Gompopa, l'ornement de la libération. Et voilà. Mais surtout, déjà, pour l'instant, bonne soirée, bonne rentrée. Si vous êtes chez vous, restez-y bien, au chaud. Voilà, vous n'avez pas besoin de rentrer vu que vous y êtes déjà. Donc, voilà, très bien. À bientôt. Au plaisir de méditer avec vous, en tout cas, c'est sûr. À bientôt.